Les témoignages suivants ont été soumis par les personnes qui les ont vécus. Ces histoires sont censées décrire des événements réels. Je vous demande d'écouter de bonne foi et de décider par vous-même ce qu'il faut croire. Je me demandais si je devais partager ou non mon expérience. Je ne le dis à personne parce que personne ne me croirait. Mon expérience est terrifiante, étrange, inexplicable et difficile à croire. Ça sonne faux, en fait, même si je crois aux phénomènes paranormaux. Si quelqu'un me racontait ça, je ne le croirais pas. C'est vraiment inhabituel. J'avais environ 12 ans et je vivais en Nouvelle-Zélande. Je n'avais jamais eu d'expérience inexplicable, à part entendre ma mère m'appeler, alors qu'elle n'était jamais à la maison. Pourtant, en tant que personne religieuse, je croyais aux esprits et à tout ce qui s'en rapprochait. Ma mère avait eu de nombreuses rencontres avec des esprits sombres et, en grandissant, je n'avais jamais peur des monstres. J'avais plutôt une peur panique de rencontrer un fantôme. Ma famille pensait que j'avais peur du noir, mais en réalité, j'avais peur de ceux qui pouvaient se cacher dans l'obscurité. J'avais peur d'avoir une expérience comme ma mère en avait eu. J'étais en colonie de vacances. Même si je suis une fille aventureuse et extravertie, je détestais les colonies de vacances. Je déteste sortir de ma zone de confort et parce que je suis excentrique, je ne m'intégrais jamais vraiment. C'était particulièrement le cas lorsque j'ai déménagé dans une ville et une très petite école où régnait le favoritisme, où tout le monde se connaissait. Je faisais tâche. C'est pour cette raison que j'étais très seule dans cette colonie, même si je partageais le dortoir avec environ 30 autres filles. Notre dortoir était long et avait des lits en métal le long des 2 murs. Je détestais cet endroit. Je détestais la vieille salle de bain que nous devions partager avec son vieux miroir moisi. De l'autre côté du mur, près de notre dortoir, se trouvait une cabane, la cabane de Billy Paul. On racontait qu'elle était hantée. Je n'y croyais pas, cependant, car c'était clairement une histoire stupide que l'on racontait aux élèves quand ils venaient à la colonie. Je ne me souviens pas exactement de l'histoire liée à la cabane, mais il y avait un aspect maori, quelque chose à propos de la rivière qui traversait notre camp et des falaises derrière nous, et d'une sombre malédiction sur la pierre verte trouvée près de la rivière. Il y avait aussi quelque chose à propos d'un homme qui était entré dans une grotte locale, dont la jambe s'était retrouvée piégée sous un rocher qui était tombé, et qui avait dû la trancher et se traîner par-dessus la colline, jusqu'à l'endroit où le camp était maintenant construit. J'ai découvert plus tard que l'histoire de l'homme qui s'était tranché la jambe était en réalité vraie et qu'il avait survécu à cette épreuve. La cabane de Billy Paul était une cabane individuelle verrouillée, désormais utilisée pour le stockage. De l'extérieur, on pouvait regarder à travers les fenêtres et voir une horloge accrochée au mur qui continuait de fonctionner, un vieux rideau à volant et d'autres meubles vieux de plusieurs décennies. Les enfants essayaient de découvrir ce qui s'était passé et pourquoi elle n'était plus utilisée, mais le personnel ne disait jamais rien. La cabane se trouvait entre les 2 dortoirs principaux, ce que je trouvais particulièrement étrange, car une telle cabane aurait normalement été utilisée par les enseignants pour surveiller les élèves pendant notre séjour. Plusieurs enfants prétendaient avoir vécu des expériences liées à la cabane. L'une d'entre eux était une sceptique qui cherchait une explication au rire d'un homme qu'elle avait entendu venir de l'intérieur de la cabane lors d'une partie de cache-cache nocturne autour du camp. Elle disait que le rire semblait maléfique. Elle a découvert que j'étais la personne la plus proche d'elle, mais j'étais quand même à au moins 15 mètres de distance. J'étais là quand elle a raconté son histoire, mais je n'ai rien entendu. Certains enfants étaient terrifiés et prétendaient avoir vu une silhouette noire ramper le long du sol de la cabane à travers la fenêtre après avoir essayé de provoquer ceux qui s'y trouvaient. Une seule fenêtre avait tremblé violemment pendant que le reste de la cabane restait silencieux, sans influence de vent violent. Bien sûr, tout cela aurait pu être faux. Après tout, c'était une colonie de vacances et les enfants adoraient s'amuser et essayer de faire peur à tout le monde. Peut-être que j'aurais pu croire que c'était tout ce que c'était, mais alors il s'est passé quelque chose d'autre qui ne pouvait vraiment pas s'expliquer. Le soir est arrivé et les filles étaient sur leur lit en train de discuter et de rire pendant que les dernières terminaient dans la salle de bain. Je discutais avec un groupe de filles sur les lits autour de moi quand soudain j'ai entendu des pleurs juste à côté de mes oreilles. Ce n'était pas n'importe quel pleur, c'était le son de bébé qui pleurait. En regardant autour de la pièce, je me suis rendu compte que personne ne pleurait ou n'imitait. En fait,
Certaines filles se sont tues, les yeux écarquillés. Je savais que je n'étais pas folle. D'autres filles pouvaient l'entendre aussi. Les pleurs devenaient de plus en plus forts. Ça ne venait pas de l'extérieur. Ça semblait venir juste à côté de ma tête, remplissant mes oreilles au point où j'ai dû prendre mon oreiller et le mettre sur ma tête pour étouffer le bruit. D'autres filles ont fait la même chose, se plaignant du bruit. La chose la plus étrange dans tout ça, c'est que dans le dortoir, il y avait des filles qui ne pouvaient pas se pleurer. Beaucoup de filles ne pouvaient pas l'entendre. Celles qui ne pouvaient pas l'entendre nous ont demandé d'arrêter de faire peur aux gens et nous ont accusés d'inventer tout ça. Beaucoup de filles, comme moi, pouvaient entendre les pleurs et nous avons essayé d'expliquer que nous ne mentions pas. Alors que nous nous protégions les oreilles du bruit, certaines étaient paniquées, d'autres se moquaient de nous comme si nous avions prévu une blague. Comment ces filles ne pouvaient-elles pas l'entendre? Mentiraient-elles? Pourquoi ne grimaceraient-elles pas de douleur? Après tout, c'était douloureux à entendre. Au début du camp, tous les appareils électroniques avaient été confisqués. Il n'était donc pas possible que quelqu'un diffuse le son de bébés qui pleurent à haute voix. Et même dans ce cas, cela n'expliquerait pas pourquoi seules certaines filles pouvaient l'entendre. Une telle explication aurait impliqué la création d'un genre de complot impliquant 30 filles. Je ne faisais partie d'aucun complot. Tout, ce sur quoi je pouvais me concentrer à ce moment-là, c'était le son des pleurs. Comme vous pouvez l'imaginer, le dortoir était en ébullition. Débats, cris, disputes et accusations, le tout tandis que les filles s'enfonçaient dans leurs oreillers. Certaines filles essayaient de ne pas pleurer. C'était un ouragan de toutes les émotions. L'émotion que j'ai ressentie était une confusion totale. Comment pouvaient-elles ne pas l'entendre? Finalement, quelques enseignantes sont entrées pour nous faire taire. Nous avons essayé de leur convaincre de ce qui s'était passé, mais évidemment, elles ne nous croyaient pas. Étonnamment, cependant, aucun enfant n'a été puni pour avoir planifié ce qui aurait pu être considéré comme une blague perturbatrice. Personne n'a été réprimandé. On nous a simplement fait taire et on nous a dit d'oublier tout ça et d'aller au lit. Le lendemain matin, je voulais trouver une explication. Moi et certaines des filles qui avaient entendu les pleurs sommes allées voir un membre du personnel. J'ai choisi délibérément un jeune homme qui, je le savais, me dirait s'il y avait quelque chose. C'est moi qui lui ai demandé s'il y avait des bébés sur les lieux. Il m'a regardé bizarrement et m'a assuré que nous étions le seul groupe présent. Notre école était entièrement seule sur ce site de camp. Je lui ai raconté l'expérience. Les autres filles ont également ajouté leur témoignage pour essayer de le convaincre. Il a dit que c'était effrayant et qu'il était d'accord que c'était impossible. Oui, je savais qu'il ne nous croyait pas vraiment. Après m'être éloignée de lui, mon cœur est tombé dans mon estomac. J'ai eu la nausée. À ce jour, je ne peux pas trouver d'explication à ce qui s'est passé cette nuit-là, mais je sais ce que j'ai entendu. Je ne peux pas le nier. C'était réel pour moi. C'était dans mes oreilles, bon sang, littéralement. Comment cela aurait-il pu être une blague? Était-ce quelque chose en lien avec le fantôme de la cabane de Billy Paul? Je me sens tellement bête d'avoir partagé cela, et je sais que je ne peux pas forcer qui que ce soit à me croire. Peu importe ce que vous croyez, je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti quand mon cœur s'est enfoncé, ou l'intensité des pleurs. C'était vraiment, vraiment étrange. Il y avait une sortie scolaire à l'église à laquelle mon frère et moi avons été invités. C'était principalement pour les personnes sourdes et malentendantes. Mon frère, qui était sourd, était excité d'aller en excursion car beaucoup de ses amis y allaient. Aucun de nous n'est vraiment religieux, mais cela serait une bonne occasion pour lui de passer du temps avec ses amis. En tant que grand frère, ma mère m'a demandé d'être un bon grand frère et de le surveiller pour m'assurer qu'il ne se mette pas en danger. J'avais environ 12 ans à l'époque et mon frère avait 10 ans. On nous a dit que l'église où nous allions était quelque part en Pennsylvanie. Je ne savais pas encore que ce serait un endroit désolé au milieu de nulle part, sans rien à des kilomètres à la ronde. La camionnette de l'église qui nous a récupérés était une camionnette de transport avec des vitres que l'on voit dans les aéroports transportant de grandes familles en vacances. Mon frère cadet et moi sommes montés à bord à l'endroit où nous avons été pris quelque part à Pasadena, dans le Maryland. À partir de là, nous avons entamé notre long trajet de 4h30. J'ai choisi de m'asseoir tout à l'arrière. Je voulais me reposer pendant le trajet et donner de l'espace à mon frère et à ses amis. Étonnamment, les personnes sourdes ne sont pas silencieuses.
Je me suis réveillée environ 1 heure après le début du voyage, mon frère me tapotant le front et me disant de regarder par la fenêtre. Je me suis levée et j'ai regardé. Je ne pouvais voir que des arbres par la fenêtre. Il était environ 17h30 et c'était le début de l'automne. Il commençait donc à faire sombre à cette heure-là. Mon frère cadet insistait pour que je regarde ce qu'il montrait, alors j'ai sauté par-dessus le siège pour mieux voir. Je ne voyais toujours rien. Je me suis retournée et lui ai signé qu'il n'y avait rien et que je ne pouvais encore rien voir. Alors que je retournais à ma place, j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil lorsque j'ai regardé par la fenêtre à ma gauche. J'ai vu une paire de yeux rouges. Ils se déplaçaient aussi rapidement que la camionnette. La camionnette devait rouler à environ 70 km/h sur des routes sinueuses. J'ai immédiatement tapé l'épaule de mon frère et lui ai signé avec intensité. « Je l'ai vu, je l'ai vu !» Il m'a demandé ce que c'était. Je lui ai répondu par signe que je n'en étais pas sûre, peut-être un fantôme. Ce n'était pas une idée si radicale, pensais-je à l'époque, compte tenu de notre proximité avec la Pennsylvanie, un État tristement célèbre pour ses fantômes et ses hantises. Curieux de ce que nous avions vu, mon frère et moi avons regardé autour de nous pour voir si nous pouvions revoir les mystérieux yeux rouges, mais ils avaient disparu. Ne voyant plus rien, je suis retournée à ma sieste. Mon frère et ses amis ont décidé de jouer avec leur Game Boy Advance. 3 heures plus tard, nous sommes arrivés à l'église. J'avais depuis longtemps oublié les yeux rouges. Tout le monde est entré dans l'église, sauf mon frère, son ami et moi. Nous avons décidé de jouer un peu au basket, car il y avait un terrain de basket éclairé à l'arrière. L'église était entourée de bois épais, et j'entendais le bruit des bois pendant que nous jouions, le chant des oiseaux et des grillons. Nous avons décidé de jouer à un jeu appelé 21. Le premier à atteindre 21 gagne. C'était à peu près à mi-chemin du jeu quand j'ai remarqué que tout était devenu calme. Il faisait complètement noir dehors, sauf pour l'église et le terrain de basket, et un silence de mort régnait. Le seul son venait du ballon de basket qui rebondissait sur le sol et du panier. Je n'entendais plus les oiseaux et les grillons. Déconcerté, j'ai dit à mon frère et à son ami d'arrêter. J'avais le sentiment que quelqu'un ou quelque chose nous observait. Ils ont ri et m'ont signé. « Tu es peureux ». Je leur ai dit d'arrêter et de regarder avec moi un instant. C'est là que j'ai vu les yeux rouges perçants venant des bois. Les bois étaient à environ 10 pieds du terrain de basket. J'étais terrifiée. J'ai tapé mon frère et son ami et leur ai montré où étaient les yeux rouges. À peine avais-je pointé du doigt qu'ils ont cligné des yeux et se sont éloignés du terrain de basket, longeant le bord de la forêt tout en restant à l'abri de toute lumière qui filtrait à travers les arbres. Nous ne pouvions voir que les yeux. Nous nous sommes regardés tous les trois et avons décidé qu'il serait préférable d'entrer dans l'église. Nous avons couru aussi vite que possible vers les portes. Un adulte était là et nous a demandé ce que nous faisions. Je lui ai dit que nous jouions au basket. Peu impressionné, il nous a conduits dans une zone générale réservée au jeu. Tout le monde jouait et nous a dit de rester là, en disant que nous n'étions pas censés être dehors. Après cela, il est sorti dans le couloir et n'est jamais revenu dans la salle pour le reste de la soirée. Mon frère, son ami et moi avons convenu de ne le dire à personne, non pas parce qu'il ne nous croirait pas, mais par peur que cette chose revienne. Alors que nous étions assis dans la zone d'assemblée générale, nous étions près d'une fenêtre qui donnait sur la forêt du côté droit du bâtiment. J'ai jeté un coup d'œil dehors et j'ai vu ses yeux rouges flamboyants. Ils étaient toujours là, à l'extérieur. Une fois de plus, j'ai immédiatement attrapé mon frère et l'ai poussé vers la fenêtre pour lui montrer ce que c'était. Pourquoi nous suivait-il? Nous étions tous les deux terrifiés. L'une des accompagnatrices a remarqué notre agitation et nous a demandé si tout allait bien. Quand nous lui avons dit de regarder par la fenêtre, elle a dit qu'elle ne voyait rien. Immédiatement, j'ai regardé à nouveau dehors et, effectivement, je n'ai plus vu la moindre trace des yeux rouges. Après cela, nous avons quitté la fenêtre et avons rejoint les autres pour jouer. Lorsqu'il a été temps de partir, j'ai été l'un des derniers à monter dans la camionnette. Il était environ 22 heures et la pensée de ces yeux rouges me revenait sans cesse à l'esprit. Puis, alors que j'attendais que la camionnette se charge, j'ai entendu quelque chose que je n'oublierai jamais. Cela ressemblait à un mélange entre un hurlement de chien et un cri déchirant. Cela ne sonnait pas humain. J'étais le seul enfant qui pouvait bien entendre. Je me suis tournée vers l'ami de mon frère, qui avait une déficience auditive, et je lui ai demandé s'il avait entendu quelque chose. Il a dit que non. J'étais le seul à l'avoir entendu.
Je n'ai pas réussi à dormir pendant le trajet du retour. Le son de cette chose, ses yeux rouges perçants. Je surveillais attentivement les arbres qui défilaient, les scrutant pour voir si je pouvais revoir ses yeux, nous suivant. Je ne les ai jamais revus, et je ne veux plus jamais les revoir. Quoi que cette chose soit, elle n'était pas amicale, et ne cherchait pas à se faire de nouveaux amis. Il y a 9 ans, j'ai participé à un programme d'activités estivales dans mon école secondaire. Le programme a emmené ma classe et moi dans un vieux manoir avec un grand étang adjacent qui appartenait à une ancienne famille riche. Apparemment, il y avait eu des témoignages de visiteurs précédents faisant état d'événements étranges se produisant dans le manoir. Des chuchotements, des rires d'enfants faibles sur un escalier, des zones froides et l'apparition d'une dame marchant sur l'étang la nuit. Nous avons pris nos places pour écouter une présentation sur la maison. J'ai pris place au premier rang, à l'extrémité droite. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir ce qui allait rapidement devenir un mal de tête perçant. Ça ne s'arrêtait pas et ne faisait que s'aggraver. Je ressentais aussi un poids lourd sur moi, accablé par la pression et le mal de tête. J'ai baissé la tête pendant toute la présentation. Après ce qui semblait être 1 heure, la présentation s'est terminée et j'ai pu me lever. En me levant, j'ai entendu un camarade de classe pousser un cri. Lorsqu'on lui a demandé ce qui n'allait pas, elle a expliqué qu'elle avait senti quelque chose lui saisir le bras. Cela ne pouvait pas s'expliquer. Après avoir quitté la pièce, le reste de la visite s'est déroulé normalement, sans rien d'extraordinaire. Après notre retour à l'école, un professeur qui était parti avec nous en voyage a partagé les photos qu'il avait prises. Parmi les photos, il y en avait une de la pièce dans laquelle nous avions écouté la présentation. La photo me montrait assis au premier rang, sur le côté, la tête baissée, exactement comme je me souvenais. Mais il y avait quelque chose d'autre sur la photo, quelque chose dont je ne me souvenais pas. La photo montrait une apparition blanche flottant au-dessus de moi. Je croyais, et je crois encore aujourd'hui, que la pièce où j'ai ressenti la pression et où ma camarade de classe a été saisie était la résidence des djinns, probablement le djinn personnel, le Karim, de ceux qui vivaient autrefois dans ce vieux manoir. Merci d'avoir regardé, et merci à tous ceux qui ont si courageusement partagé leurs histoires avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et si vous ne pouvez pas attendre notre prochaine vidéo, alors regardez celle suggérée à l'écran maintenant. À la prochaine.